Sénat. Bonjour, j'ai invité cette semaine Bernard-Henri Lévy pour son film Le Serment de Tobrouk, qui est désormais sur vos écrans et qui raconte l'histoire de la guerre de Libye. La guerre de Libye, celle-là, j'allais dire, parce que nous sommes au 70e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim, ce qui nous rappelle, et qui est d'ailleurs un élément présent dans votre film, mais aussi, j'aurais dû dire, la révolution libyenne, qui a donc été accompagnée par la France, la Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis, etc. Donc c'est votre film, Le Serment de Tobrouk. Juste un mot, pourquoi le Serment de Tobrouk? Parce que ça fait référence précisément à la Deuxième Guerre mondiale. À la première guerre de Libye, si j'ose dire, c'est-à-dire Oui. au serment de Koufra. Première victoire de la France, première victoire militaire de la France libre, renaissance de la France libre après l'appel du 18 juin du général de Gaulle, et les hommes de Leclerc qui, après leur victoire à l'oasis de Koufra, disent « Nous faisons le serment de ne pas nous séparer tant que les couleurs françaises ne flotteront pas en haut de la cathédrale de Strasbourg ». Donc là, vous avez deux Français, moi-même et Gilles Herzog, entourés par 4 Libyens sur l'affiche du film, 4 compagnons libyens, sur le cimetière, sur le site du cimetière français de Tobrouk, devant la Croix de Lorraine. Et ce jour-là, nous faisons le serment, nous les Français, mais surtout les Libyens, de rester soudés, de rester ensemble, jusqu'à la libération et l'instauration d'un processus démocratique en Libye. Ce qui veut dire qu'on n'est encore, on n'est pas encore séparés. Nous y viendrons, mais avant d'entrer dans la discussion, on va donc parler du film et qui raconte, de l'histoire qu'il raconte, mais aussi de ce qui se passe maintenant et évidemment de ce qui continue de se passer dans la région. Mais auparavant, on va juste regarder la bande-annonce de ce film. من يسمح بهذا؟ أنا معي الملايين. C'est brouiller son système de transmission, mais c'est surtout recevoir ces gens. En recevant une délégation de l'opposition libyenne, Nicolas Sarkozy parle de bombardements ciblés sur la Libye. إلى بنغازي يأتي ويذهب إلى مصراتة يجب أن يوقف تحركاته ليس هناك ضغط لا يقول لي told the president that I thought there was a good argument for American involvement and leadership. Nous allons arriver en approche du port de Misrata sans possibilité de signaler notre arrivée aux autorités de l'OTAN. Donc, ma question est qu'est-ce qu'il faut faire? We're always waiting for anybody to come from the sea. But the sea is under shelling, and there's no international boats. We mustn't let this be another Bosnia, another Rwanda. Faire quelque chose de juste, ça compte dans la détermination. La liberté finit toujours par l'emporter sur la tyrannie. Voilà donc une bande-annonce qui dit ce qu'est ce film, où il y a à la fois le récit de ce qui se passe, comme vous le faites d'ordinaire d'ailleurs, enfin si j'ose dire d'ordinaire alors que ce ne sont pas des aventures ordinaires, vous écrivez, vous racontez ce que vous voyez et en même temps vous filmez toujours. Donc il y a cette partie-là où on voit se dérouler l'épisode libyen tel qu'on peut s'en souvenir. Et en même temps, les acteurs, les principaux acteurs occidentaux et libyens, reviennent sur cet épisode, vous les faites parler et ils éclairent eux-mêmes ce qui s'est passé. Oui, il y a ce dont on se souvient un peu, mais il y a surtout ce qu'on ne savait pas.
Je crois, enfin, Oui. puisqu'il y a la dimension que vous venez de dire, les principaux acteurs qui retournent les cartes. C'est comme à la fin d'une partie, enfin, c'est pas une partie de cartes, c'est une partie de chair et de sang, où les acteurs principaux nous amènent dans les coulisses de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait en Libye, comment se déclenche et comment se mène une guerre, où on en est dans la soi-disant guerre des civilisations. Clinton, Sarkozy, Cameron, les Libyens retournent leurs cartes pour ce film. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est le rôle que vous y jouez, qui est le facteur déclenchant d'une intervention qui va surprendre tout le monde, et surprendre tout le monde d'abord par son existence, puis par son succès. Qu'est-ce qui vous a au départ porté en Libye? On connaît votre obsession bosniaque, on se souvient de ça, on se souvient du film d'ailleurs, Bosna. Qu'est-ce qui tout d'un coup vous déclenche vers la Libye? Qu'est-ce qui fait que vous entrez en contact avec ces personnages qu'on va apprendre à connaître à travers le film? L'un d'entre eux va d'ailleurs être assassiné au cours de cet épisode. Qu'est-ce qui vous amène sur ce terrain? L'obsession, non pas bosniaque, mais l'obsession qui est la mienne depuis que j'ai 20 ans. J'ai fait ça 100 fois, sauf que ça n'a pas toujours marché, c'est la première fois que ça marche. Tenter de faire quelque chose quand j'ai le sentiment qu'au bout du monde, l'humanité saigne. Ça a l'air pompeux dit comme ça, mais enfin c'est la vérité. C'est comme ça que je fais depuis le Bangladesh. Tenter de faire quelque chose, ne pas rester les bras croisés, ne pas me dire c'est la fatalité des massacres, ne pas me dire ça a toujours été comme ça tout au long de l'humanité. Ça c'est mon humanité, c'est mon âge, c'est mon temps, c'est mes contemporains. Et voilà, je pense que si je peux, c'est ma morale, ma conception des choses. Si je peux faire quelque chose, je dois le faire. Donc j'ai passé la frontière de Libye 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois pour ça. Puis au bout d'un certain temps avec une caméra. Et pour en faire un film, pour raconter tout ce que je voyais, pour raconter tout ce que je faisais, tout ce à quoi je me mêlais. Et dans ce à quoi vous vous mêlez, il se trouve que vous arrivez à faire le contact entre les insurgés libyens et l'Élysée. Et de là va naître cette idée d'intervention pour éviter les massacres prévisibles sur Benghazi. Ouais, oui, je fais le contact, je fais l'officier de liaison après, plusieurs fois. Je fais l'écrivain public pour les Libyens eux-mêmes. L'écrivain public, je leur prête ma plume. Ils n'ont pas nécessairement le code d'accès à l'opinion internationale, au cerveau d'un président de la République, au cerveau d'une secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton. Donc je les aide, je leur apporte tout ce que je peux apporter, un peu de compréhension des situations. Je fais ça pendant 7 mois. Et puis quand je me trouve sur un front où j'ai le sentiment que le front de Cyrénaïque, que les choses ne bougeront plus, j'ai lu les mémoires de Rommel, je connais le scénario de la guerre du désert, il y a des conversations avec des militaires qui sont aussi filmés, qui sont dans le serment de Tobrouk, d'où naît l'idée de faire la guerre autrement, d'ouvrir un deuxième front, de livrer des armes à tel endroit. Mes 2-3 intuitions, je les donne. Et puis après, quand il faut aller chercher des armes en Turquie, quand il faut aller convaincre des congressmen aux États-Unis, je le fais. Et le film montre tout ça. On passe d'un extrême à l'autre parce qu'on sort d'une période où Kadhafi, petit à petit, s'est réintégré dans la communauté internationale. Hier, isolé parce que terroriste et ayant armé des terroristes. En tout cas, on se souvient qu'il y a au moins 2 avions, un français, un américain, qui tombent sous les coups de Kadhafi, avec des civils à bord. Donc il réintègre la communauté internationale. Il est reçu en grande pompe à l'Élysée, mais aussi dans d'autres capitales. Et puis tout d'un coup, les choses basculent et on entre en guerre contre lui, on fait la guerre contre lui, ce qui était à la fois, comment dire, l'application d'un principe aujourd'hui énoncé, reconnu par l'ONU, et en même temps, on sait bien que tout concourt pour stopper ce genre d'intervention, pour empêcher que, voilà, pour plutôt laisser la part à la diplomatie plutôt qu'aux armes.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie. Tout concourt à étouffer la révolte des peuples, tout concourt à laisser les révoltes se régler dans le huis clos des frontières, tout concourt à ce que le souverainisme ait le dernier mot, tout concourt à ça. Les diplomates, les chefs d'État, les conseils de sécurité, les grandes organisations internationales, tout concourt à ça. Sauf que là, il y a eu un certain nombre de gens, d'abord des Libyens, ensuite des Français, un président de la République, ma modeste personne, ma pomme, qui avons décidé que tout concourt sauf là. Que là, c'est pas possible. Il faut qu'au moins une fois, il soit dit que dernier mot reste non pas la loi des massacres, mais que dernier mot doit rester au droit. Au droit d'un peuple à ne pas être massacré. Voilà. Et c'est ce qui, pour moi, c'est ce que je retiendrai de cette histoire. C'est vrai, c'est que tout était fait pour que Kadhafi l'emporte. Au fond, tout le monde était d'accord pour penser qu'il s'était assagi, pour penser que ce qu'il faisait là, c'était pas plus grave que ce qu'il avait fait depuis 40 ans, etc. Tout était organisé pour ça. Puis il y a eu 2-3 grains de sable. Le serment de Tobrouk, c'est l'histoire de ces grains de sable qui font que ça n'a pas marché comme ça devait marcher et que la dictature a été renversée. Alors dans vos interlocuteurs libyens que vous apprenez à connaître, vous ne les connaissiez pas, vous les découvrez. Ils vous découvrent et puis petit à petit naît cette complicité entre vous et puis d'autant plus que c'est par vous au fond que les armes vont leur arriver, etc. Comment les regardez-vous? Parce qu'il y a à la fois des gens dont on peut se dire ceux-là luttent pour la liberté. Et puis il y en a d'autres, dont un que l'on voit dans le film, qui est un ancien responsable d'Al-Qaïda. Et malgré tout ça fait un pot commun. Comment... Pas tout à fait un pot commun. L'ancien responsable d'Al-Qaïda, il n'est pas dans la scène du serment de Tobrouk. Non. Je ne l'amène pas sur le cimetière des Français libres. Mais je passe une nuit de discussion avec lui. Très dur, où tous les sujets sont abordés, où je lui dis que je suis qui je suis, où je lui dis que je suis français et juif, que je suis un ami d'Israël, que la cause d'Israël, la défense d'Israël est pour moi un inconditionné, la défense de l'existence et de l'essence d'Israël. Et on discute de tout ça. Et là, il se passe un truc quand même, c'est que cet homme qui vit dans l'idée, qui a le bœuf-à-bas du bréviaire de la haine d'Al-Qaïda, qu'un juif c'est le diable, que l'Occident c'est l'ennemi, que un juif et les Occidentaux, les Juifs sont naturellement les alliés des dictateurs, là brusquement sa vue se brouille, son radar se détraque. Et il voit, bon, à travers ce qu'il a là, moi et mes camarades, mais il voit des Occidentaux, il est bien obligé de se résoudre à cette idée qui, pour la première fois, n'ont pas été les alliés du dictateur, mais ont été les alliés de civils, de femmes, d'hommes, d'un peuple, de toutes obédiences confondues, en révolte. Et ça, quelque chose chavire dans sa vision du futur, de son pays et du reste. On reviendra sur le futur évidemment tout à l'heure. Il y a un autre côté aussi qui est passionnant dans ce film, c'est que les trois principaux acteurs occidentaux, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, David Cameron et Madame Hillary Clinton. Comment regardez-vous malgré tout aussi cette alliance improbable, même si elle est par contre la plus naturelle, mais encore fallait-il que Cameron s'aligne, in fine, que les États-Unis soutiennent, même si le soutien va être, je ne vais pas dire fugitif, mais enfin limité, très limité dans le temps, probablement plus limité que Françaises et Britanniques ne l'auraient souhaité. Comment il a failli être fugitif et 10 jours après le début de cette guerre, les Américains ont failli se retirer. Et je crois que c'est le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui a réussi à la force du poignet, ou en tout cas du téléphone, à la ramener dans la coalition. Alors comment je vois leur alliance? Il y a un mot qui a scellé cette alliance. C'est une alliance qui n'a pas, et c'est ça qui est beau dans cette guerre de Libye, c'est ça qui fait que quoi qu'il arrive, c'est un événement à marquer d'une pierre blanche et qui fera honneur à tous ceux qui s'y sont mêlés. C'est que ce n'est pas une coalition d'intérêts, c'est une coalition autour d'un signifiant. Et ça, je l'ai vécu, je les ai vus tous les trois. Le signifiant, c'est la Bosnie.
Le signifiant, c'est Srebrenica. Le signifiant, c'est plus jamais Srebrenica. Vous avez là 3 personnes dont le point commun était de dire « j'étais jeune première dame, first lady », j'étais jeune ministre, j'étais jeune political advisor, ça c'est Cameron. Oui. J'ai vu les massacres de Bosnie contre lesquels mon pays ne pouvait rien faire. Je me suis juré intérieurement, si un jour je suis aux affaires, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est ce serment-là, c'est un autre serment, c'est pas le serment de Tobrouk, c'est le serment de Sarajevo. Et moi, je suis de ce serment, si j'ose dire, parce que moi aussi, à Sarajevo, je me suis dit, et à Srebrenica, je me suis dit, ça c'est plus possible. Il faut tout faire, si Dieu me prête vie, pour que ça ne se reproduise pas. Donc là, je dirais, il y a les assermentés de la Bosnie qui ont formé cette espèce de, comme dirait Maurice Blanchot, un grand écrivain, cette communauté inavouable et transfrontière, transnationale, de ceux qui n'ont pas voulu que la Bosnie et le Rwanda, d'ailleurs, se répètent. Je crois que c'est ça la clé. Et c'est ça que que j'essaye, en tout cas, de montrer aussi dans mon film. On va regarder juste un autre extrait de ce film, Bernard-Henri Lévy. Qui se soulève contre un dictateur. Cela ne peut que susciter l'admiration d'un Français. Jeunesse de Benghazi, vous avez le respect de la France et du monde. Ce pays a été à vos côtés aux heures les plus sombres de votre résistance. Il continuera d'être à vos côtés dans les jours et les semaines qui viennent. Ce pays, c'est la France. Libya, Hora, Libya, Hora, Libya. Libya, Franza, Libya, Franza, Libya, Franza, Libya, Franza, Libya, Franza, Libya, Franza, Libya, Franza. Et un dernier mot encore, c'est vous qui m'avez fait honneur en m'accueillant ce soir sur cette corniche. Alors ça, c'est un moment fort de ce film et c'est en même temps un moment d'exaltation parce que la révolution est en cours, la liberté est à portée de la main, l'aide qu'on leur apporte fait qu'on voit beaucoup de drapeaux français dans cette foule, mais après la révolution, il y a autre chose. Il peut y avoir le chaos, il peut y avoir une nouvelle tyrannie et il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc on va venir à ce qui peut venir aujourd'hui en Libye et sa situation. Mais auparavant, tout à l'heure, on était sur les motifs nobles de l'engagement, tels que vous les concevez, tels que vous les avez en même temps, tels que vous en rendez compte aussi de la part des différents interlocuteurs. Il y a aussi les motifs tactiques. Il y a aussi le fait que cette grande révolution, ces révolutions arabes s'étaient déclenchées, la petite Tunisie d'abord, l'Égypte, et que ces moments-là, en gros, ont été ratés. Je mets à part le discours du Caire de Barack Obama, qui est un discours stratégique clé dans cette période-là. Mais nous, Européens, on était quand même assez largement passés à côté. Donc, hop, on court un peu derrière l'événement libyen pour, au fond, effacer ce ratage aussi. Oui, c'est ce que dit dans le film, c'est ce que dit l'acteur français, le président français. C'est exactement ce qu'il dit. Avec, je trouve, beaucoup d'honnêteté. Il dit, j'avais pas vu venir la Tunisie, j'avais pas vu venir l'Égypte, j'ai pas voulu rater la Libye. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est tellement peu noble, cette raison-là ?
Je trouve que c'est de bonne politique. Se dire qu'il y a un événement majeur, qui est le réveil du monde arabe, qui sera contradictoire, chaotique, dialectique, qui sera comme la Révolution française, toute proportion gardée. Il y a 89, et puis il y a les massacres de septembre, et puis il y a la terreur et tout ça, et puis après, voilà. Et puis il se dit, j'ai pas vu venir l'événement, je le prends en route. C'est ce que peut faire de mieux un chef d'État confronté à des événements de ce genre. Moi, j'ai connu un François Mitterrand qui était quand même le dernier à se rendre à Berlin-Est 4 jours avant la chute du... Mais néanmoins, mais néanmoins, là, je veux dire, il joue un rôle clé dans l'unité allemande en même temps. Il joue un rôle, oui, clé dans l'unité allemande. Mais on prend... personne ne voit clair quand la grande histoire se met en marche, quand des événements majeurs, et puis peut-être aussi que... Voilà. Donc, il y a ces raisons. C'est pas un reproche, hein, d'ailleurs, c'est dérouler des événements. Et donc, après, il y a ce qu'est une révolution, c'est-à-dire le plus souvent chaotique, qui peut donner naissance, en effet, à une nouvelle tyrannie. Et il y a ce moment qui est dans le film aussi, où le président libyen, victorieux, parle aussitôt de la charia. Oui. Et ça, pour moi, et de la polygamie. Et ça, donc pour là, moi, c'est un désastre. Il y a tout un pan qui s'effondre. Ah oui, il y a un pan qui s'effondre en moi, ce jour-là, bien sûr. Là, je suis dans la situation de ce personnage de La Recherche du temps perdu qui dit « et tout ça pour quelqu'un qui n'était pas mon genre ». Oui, évidemment que quelque chose s'effondre. Mais alors, là aussi, il faut relativiser les choses parce que, un, quelque chose s'effondre. Deux, je le dis, je décroche mon téléphone. Je vais à Tripoli, d'ailleurs, très peu de temps après, à Misrata, pour expliquer à mes amis libyens que ce que vient de faire l'un d'entre eux, très éminent, c'est une erreur politique gigantesque. C'est un démenti à tout ce qu'il a fait, qui a été fait ensemble avec les Européens, etc. Et puis, il y a le fait quand même que, contrairement à ce que disent les commentateurs pressés, c'est une déclaration. La Libye ne vit pas aujourd'hui sous le régime de la charia. Mais elle vit dans un certain chaos avec des factions qui s'affrontent, des tribus qui luttent les unes contre les autres. L'aéroport, il y a quelques jours, qui est pris d'assaut par une de ces factions. Et on ne sait pas encore si ça va déboucher vraiment sur une Libye démocratique ou si ce sera absolument. autre chose. Et c'est pour ça que mon film se termine sur cette note interrogative et anxieuse. Bien sûr que les dés roulent encore et que c'est pour ça qu'il faut continuer, que le serment n'est pas dénoué, les fraternités qui se sont nouées en Libye doivent continuer d'être soudées. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ce n'est pas non plus le paysage d'apocalypse que certains se plaisent à décrire. Vous savez, il y a des gens qui, 8 jours avant la chute de Kadhafi, disaient on s'enlise. Oui, on suit bien ça dans le film. Voilà. Et il y a des gens qui aujourd'hui... C'est assez cruel d'ailleurs pour... Bah oui, c'est cruel pour Ronny Broman et c'est cruel pour Éric Zemmour et Marine Le Pen. Bah oui, d'accord, mais malheureusement, ils se sont trompés. Mais aujourd'hui, se trompent sans doute aussi ceux qui, sous prétexte que l'aéroport de Tripoli est occupé 24 heures par des combattants démobilisés dont la solde n'a pas été payée ou peu importe, c'est une erreur aussi, c'est aller trop vite que de penser que Tripoli est à feu et à sang. Tripoli n'est pas à feu et à sang. Moi, j'y suis retourné après le film. Et il y a quelques images de cela d'ailleurs, l'image des prisons d'aujourd'hui, des prisons tenues par les anciens rebelles, et dont on a dit qu'elles étaient devenues des mouroirs, pire encore que les cachots de Kadhafi. C'est pas vrai. Je suis rentré à l'improviste, j'ai filmé avec ma caméra, celle de Marc Roussel, on a demandé à filmer, on a filmé tout ce qu'on a voulu. C'est des prisons, hein. Bon, mais c'est pas Midnight Express. Donc, que l'avenir soit pas écrit, que la bataille politique soit en cours, que la bataille notamment entre les forces de la démocratie et les forces de l'islamisme radical fasse rage, bien sûr. Mais c'est ça la démocratie, c'est ça l'histoire en marche. L'autre solution, c'est en effet l'éteignoir, la chape de plomb sur les peuples et rien ne bouge, une sorte de glaciation générale. On a tenté ça avec le communisme à l'époque de l'Europe de l'Est, du post-stalinisme, tout ça. On aimerait bien avoir ça, on a essayé avec les dictateurs, les Moubarak et compagnie d'avoir ça dans le monde arabe. Ben non, l'histoire s'est remise en marche. Et à nous d'être à nous,
occidentaux d'être à la hauteur du défi. On n'a plus trop le temps d'aller au fond des choses, mais il y a quand même un effet pervers de cette opération libyenne, opération réussie dans un premier temps, dans son stade militaire, et donc fin de l'ère Kadhafi, etc. C'est le fait... Il y a les armes au Mali, d'une part, enfin dans le nord Mali, qui fait sécession et qui devient une espèce de petit Afghanistan en puissance. Et puis il y a la Syrie, parce que Chinois et Russes ont eu le sentiment d'être un petit peu floués, d'avoir été mis devant le fait accompli, alors qu'ils ne pensaient pas qu'il y aurait cette action militaire. Et donc aujourd'hui, on assiste au blocage russe sur la Syrie. Voilà, donc... c'est ainsi, mais... Les Russes et les Chinois, vous savez, ils n'ont pas besoin de la Libye, ils bloquent sur tout. Ils bloquent sur leurs propres affaires. Ils ont bloqué sur la Tchétchénie pour les uns, sur le Tibet pour les autres. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel il n'est pas bloqué depuis qu'ils ont le droit de veto, depuis la naissance du Conseil économique? Ils bloquent sur tout. Alors, le côté... se dire que c'est à cause de la Libye que maintenant ils bloqueraient sur la Syrie, c'est grande mauvaise foi. En revanche, la Libye, là, moi je vois les choses autrement. La Libye montre que c'est possible pour la Syrie. Oui. L'exemple libyen, ce triomphe de la volonté de la communauté internationale qui a réussi, ça montre qu'on n'est pas voué à baisser les bras en Syrie. C'est plutôt comme ça. Et d'autant plus que, pour les acteurs de cette affaire, c'est-à-dire les Anglais et les Français, s'ils n'avaient pas eu l'accord, l'abstention, le non-veto, pardon, des Russes et des Chinois, ils avaient un plan alternatif. Oui. Voilà. Oui, c'est indiqué aussi dans le... avec la Ligue arabe, avec l'Union africaine, avec l'OTAN, etc. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de cela aussi à propos de la Syrie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Moi, j'ai fait le serment de Tobrouk pour raconter une histoire mémorable, mais je l'ai fait aussi pour servir d'exemple dans des cas brûlants. Le principal, c'est celui que nous vivons à l'heure même où nous parlons. Il y a un massacre encore qu'on vient d'apprendre il y a quelques minutes, c'est la Syrie. Mais la communauté internationale cherche plutôt une solution type yéménique, donc d'exfiltrer, etc. Israël est important dans la région. Israël ne tenait pas vraiment au départ de Bachar el-Assad non plus. Hein. Oui, mais on disait aussi qu'Israël ne tenait pas au départ de Kadhafi. Mon film montre le contraire. Une des séquences très importantes du film, c'est la séquence que j'ai tournée à Tel Aviv et à Jérusalem avec Netanyahou et Barak, et j'apporte la preuve que l'un comme l'autre, et c'est pas, c'est les dirigeants du pays à cette époque-là et encore aujourd'hui, l'un comme l'autre ont joué la carte du départ de Kadhafi, ont tendu la main à ces révolutions arabes sans leur faire un chèque en blanc, sans être aveugles, pas plus que moi naturellement, mais en disant on ne ferme pas la porte, on ne décourage pas a priori. Et ça va contre l'idée reçue d'un Israël qui aurait préféré le diable qu'il connaissait, qui se serait dit au fond avec les vieux dictateurs on sait où on met les pieds, alors qu'avec les jeunes rebelles on ne sait pas où on va. C'est pas vrai. Les Israéliens ont été, en tout cas dans ce cas-là, celui que j'ai vécu, plus audacieux qu'on ne l'a dit. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils sont plus audacieux qu'on ne le pense à propos de la Syrie. Et ils n'ont aucun intérêt au maintien au pouvoir de celui qui, avec Ahmadinejad et le Hezbollah, avec qui il fait trait d'union, est leur principal adversaire, c'est-à-dire Assad. Voilà, on va en rester là. Bernard-Henri Lévy est donc renvoyé à ce film, Le Serment de Tobrouk, qui est sur les écrans, et qui fait suite d'ailleurs à un livre que vous aviez écrit aussi sur le sujet, et qui est donc l'histoire de cette révolution libyenne devenue guerre de Libye, qui est aussi en même temps pour vous, à titre personnel, pour vos combats, un peu le point d'aboutissement, le point ultime de jusqu'où un élément comme ça extérieur peut aller et emporter la conviction de plusieurs gouvernements pour, comme vous le disiez, faire triompher la volonté et la liberté. Et c'est évidemment pour vous quelque chose d'assez exceptionnel. Mais le film vaut le détour parce que c'est un moment d'histoire important. Voilà, donc pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Bernard-Henri Lévy sur le serment de Tobrouk, rendez-vous bien sûr à tout moment sur publicsénat.fr.